Ben, merci pour votre intérêt. Et c'est vrai qu'à Saint-Dié, on est toujours content de faire ça le comble, ce à quoi on ne peut pas prétendre partout. Une des raisons, et pas la seule, pour laquelle on vient volontiers vraiment à Saint-Dié. Euh, donc, comme. Ouais, donc, ah oui, c'est vrai que ça c'est un défaut. Je fais cours sans micro et je. Bon, mais sinon, ma voix porte assez. Non, ok. Oui, donc, alors, comme vous le savez, bien sûr, le thème du FIG de cette année, c'est le pouvoir. Et moi, j'ai souhaité aborder la thématique du pouvoir par son incarnation la plus évidente, c'est-à-dire celle du pouvoir politique, et particulièrement l'État. L'État qui est normalement l'incarnation la plus aboutie du pouvoir politique. Mais j'aborde l'État en me posant d'emblée un questionnement qui peut être choquant, on peut le voir. L'État est-il toujours et nécessairement le meilleur cadre et le meilleur instrument d'exercice du pouvoir politique? C'est la question que je pose. C'est l'État que je mets en question dans sa capacité, on va voir, c'est pas toujours et partout, dans sa capacité d'exercer le pouvoir politique. Alors, en posant la question, je ne parle pas bien sûr de partis, de territoires ou de secteurs qui peuvent échapper plus ou moins à l'autorité de l'État. On en connaît un peu tous, mais qui évoluent quand même à l'ombre de cet État, même si c'est dans une relative distance, même si c'est pour le subvertir et même si c'est dans une forte conflictualité. Non, je ne parle pas de ces petites exceptions, si je peux dire. Non, moi je pose la question carrément pour ce qui pourrait être des entités sociopolitiques et territoriales importantes, viables en soi, à l'image de celles que recouvrent aujourd'hui les États, y compris les plus importants. Alors, ce questionnement, moi, j'y suis arrivé à partir de mes observations au Sahara. J'ai travaillé sur différents thèmes au Sahara, dans différentes régions sahariennes, et ce questionnement m'est venu à chaque fois, et il m'est d'autant plus venu en observant les conflits en fait qu'il y a au Sahara. Euh, J'y suis arrivé parce que partout au Sahara, des conflits opposent des populations sahariennes aux États centraux du pourtour saharien et des populations, alors oui, donc des États centraux du pourtour saharien qui cherchent à intégrer les populations sahariennes alors que ces populations s'y refusent. Et on pourra le voir tout à l'heure. Euh, euh, on n'a malheureusement pas de temps, mais je peux jouer avec vous à l'avocat du diable de me dire où est-ce qu'il n'y a pas de conflit là, dans les territoires au Sahara, et je vous parlerai d'un conflit. On peut le faire tout à l'heure, par exemple, dans le débat. C'est un jeu que je fais parfois, mais bon, on est très limité. Voilà. Alors, et ces conflits, en même temps, ils perdurent depuis près de trois quarts de siècle, depuis la fin des années 50 et les indépendances, et sans qu'aucune issue ne se dessine. Voilà pourquoi j'ai commencé à me poser ce type de questions un peu prétentieuses peut-être et inconvenues. Et c'est pour ça que je me propose de m'extraire de la représentation de la conflictualité dans le cadre des États et d'interroger ce territoire qu'est le Sahara dans son histoire propre, sans la perspective de l'État. Et là, je reprends à mon compte une formule du philosophe français Merleau-Ponty qui dit que l'histoire n'a pas de sens, mais elle a du sens. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a pas d'évolution déterminée, éclose du devenir historique. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas, l'histoire n'a pas de sens, n'a pas de truc, mais elle a du sens dans le sens où elle porte des évolutions, etc., etc. Et
Moi, je pense qu'il en est aussi des territoires, du devenir des territoires, comme du devenir de l'histoire. Il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de finalité. Les territoires, comme l'histoire, ils se fabriquent dans le tâtonnement. Ils se fabriquent dans des enchaînements et interactions aux potentialités exponentielles, aux alternatives multiples, mais au final, il n'y en a que certaines qui se réalisent, bien sûr, et infiniment d'autres qui ne se réalisent pas. Et ce n'est pas parce que certaines se réalisent que cela veut dire pour autant qu'elles étaient inéluctables et obligatoires. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il fallait s'extraire de la seule perspective de l'État, puisque l'État est aujourd'hui le mode d'organisation sociopolitique des territoires, y compris au Sahara, puisqu'ils sont tous rattachés à des territoires étatiques, etc. Et puis, de toute façon, ces États-là, depuis 3/4 de siècle, ils ont échoué à stabiliser le Sahara. Bien plus, la situation n'a fait qu'empirer. Le Sahara est dans son prolongement tout l'espace saharo-sahélien. Il constitue aujourd'hui le principal foyer de déstabilisation djihadiste dans le monde. Daesh, c'est fini au Moyen-Orient. Maintenant, c'est la région saharo-sahélienne et la tâche s'étend de plus en plus. Et ce vaste foyer perdure depuis plus d'un quart de siècle. C'est depuis la fin des années 90 que l'islamisme, le djihadisme s'implante dans la région du Sahara. Et il demeure. Et il est et plus que ça, son intensité est toujours plus grande. Elle n'arrête pas de s'étendre à tout le Sahel. La France, puissance militaire, a dû plier bagages, etc., etc. La Russie est en train de se mordre les dents dessus, etc. Et bien sûr, aujourd'hui, les choses, on a l'impression qu'elles se passent plus au Sahel. Mais en fait, dans ce vaste foyer de déstabilisation qu'est la région saharo-sahélienne, c'est le Sahara qui constitue l'épicentre de déstabilisation. C'est le lieu originel où a surgi et s'est structuré le djihadisme. Le djihadisme a commencé au Sahara. Et c'est là le vivier dont ont émergé les acteurs parmi les plus importants du djihadisme dans la région. Iyad Adrali, hein, c'est un Touareg du Mali, hein, donc le grand coordonnateur des mouvements islamistes, etc., qui était un laïc et qui a pris les armes, on y reviendra, comme laïc, hein, pas comme islamiste, etc. Et d'ailleurs, les islamistes, on en reviendra, ne seraient jamais arrivés à Tombouctou sans les Touaregs. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et ce Sahara continue à être la base spatiale et physique où se déploie prioritairement le djihadisme. Et c'est toujours à partir du Sahara qu'il se projette au loin vers le Sahel. Maintenant, même, je dirais, le golfe de Guinée est menacé, mais tout vient toujours du Sahara. Mais en même temps, ce djihadisme, il n'a été que la modalité nouvelle d'une instabilité structurelle d'un espace qui est en crise, comme je le disais, depuis près de 3/4 de siècle. Depuis les indépendances, fin des années 50, début des années 60. Et le djihadisme n'a fait que recouvrir d'un nouveau voile religieux un irrédentisme structurel. Alors, donc depuis les années 50-60, des conflits n'ont cessé de secouer tout l'espace saharien. Je vais faire un petit résumé, mais tout à l'heure dans le débat, vous pourrez m'opposer des détails qui ne correspondraient pas à ma démonstration. Comme je le disais, on peut résumer ces conflits dans l'incapacité des États-nations du pourtour saharien à intégrer dans leur cadre national les populations sahariennes, et de l'autre, la résistance de ces populations
à y être assimilés. Et partout au Sahara, ces tentatives d'intégration, elles ont abouti à un échec et elles ont abouti à l'éclatement de conflits. Alors, je vais vous citer les plus emblématiques et tout à l'heure on pourra rentrer dans les détails. Vous avez les interminables révoltes Touareg au Niger et au Mali, qui ont commencé à la fin des années 50 et qui reprennent cycliquement tous les 10 ans. C'est donc, voilà, et qui, comme je disais au début, c'était des mouvements foncièrement laïques, et c'est leur impasse qui va ouvrir un large interstice aux islamistes radicaux et qui va faire basculer tout le Sahel dans la violence. Il y a les révoltes incessantes des Toubous au Tibesti. Hein. Le Tchad change de régime à chaque révolte Toubou au Tibesti. Et dernièrement, le président Idriss Déby a été tué dans une attaque venant du Tibesti. Il y a le conflit du Darfour, qu'on connaît avec sa tragédie humaine. Et même le conflit du Sahara occidental, avant d'être préempté par le conflit géopolitique entre Algérie et Maroc, avant qu'Israël, maintenant les accords d'Abraham, le truc, mais c'était un conflit de même nature. Il est occulté par sa préemption, d'un côté par l'Algérie, de l'autre par le Maroc, etc. Mais on peut le considérer comme faisant partie de ces conflictualités. Alors c'est pour ça que je reviens, d'où ma proposition de revenir à l'histoire territoriale de l'espace saharien, d'interroger la mémoire territoriale en ne faisant pas fi de cette perspective de l'État, mais d'interroger l'histoire du territoire lui-même. Or, quand on regarde ce territoire du Sahara, comment il a fonctionné, de son histoire, je parle moi comme géographe, de son histoire territoriale, en fait, le Sahara est le lieu à partir duquel s'est ébauchée une des premières expériences de mondialisation et qui a rayonné sur les 3 continents, puisque à cette époque, le monde se résumait uniquement à 3 continents. Il a été structuré par un millénaire d'échanges transsahariens qui se sont étalés du 8e au 18e siècle et qui furent alors les échanges les plus intenses et les plus lucratifs du monde. On n'imagine pas ça maintenant. Grosso modo, disons entre le 8e et le 15e siècle, c'est le monde arabo-musulman qui avait le monopole des routes commerciales qui étaient toutes continentales. Vous en aviez 3, la route de la soie, que tout le monde connaît, la route des épices et la route de l'or et des esclaves. C'est celle qui passait par le Sahara. Pour vous donner une idée de sa richesse et comment ça va faire un des grands basculements géopolitiques et un des grands schismes de l'islam, on identifie toujours le chiisme à l'Iran. L'Iran est devenu 6 siècles plus tard chiite que le Maghreb. Maghreb qui est aujourd'hui exclusivement sunnite. Et quand vous dites aux Maghrébins que vous avez été pendant plusieurs siècles chiite, ils s'en étonnent. Et c'est dû à quoi ? Et je vais vous dire, et il y en a des reliques. Les Mozabites en Algérie, c'est des Ibadites, c'est une des branches. Vous avez le Djebel Nefoussa en Libye, etc. C'est des Ibadites. Mais tout ça, c'est occulté parce qu'on aime l'uniformisme, etc. Mais pourquoi il y a eu pourquoi le chiisme, il a fallu le combattre très fortement, d'où cette venue des Hilaliens, etc., etc. Mais parce que la richesse était telle que les États centraux de Damas ou de Bagdad pressuraient, et donc les pays du Maghreb voulaient conserver à eux, si je peux dire, cette richesse, et ont décidé de devenir chiites. Et il y a encore des traditions. La Ashura se fête dans tous les pays du Maghreb, dans les moindres villages, sauf qu'au lieu qu'elle soit un peu
punitives, etc., comme chez Chyt, là, c'est une fête de gâteaux, de trucs, 13 mendiants, etc., etc. Alors, bon, j'ai fait un petit détour en espérant que ça n'a pas bouffé sur mon temps. Tout ça, c'est pour vous dire à quel point ces échanges étaient importants. Hein, et donc, c'est ce millénaire d'échanges intenses qui vont donner son identité au Sahara. Petit à petit, je vais vous dire pourquoi je voulais revenir vers cette histoire territoriale pour ne pas être prisonnier des représentations politiques, étatiques, etc. Et donc, il va se construire sur des logiques territoriales qui ne sont pas réductibles au cadre étatique. J'espère que je vais réussir mon opération de... Bravo, oui. Voilà, alors. Et c'est cette fonction de transit et d'interface entre Maghreb et Sahel qui va forger l'identité du Sahara et qui va le doter de logiques spécifiques. Pourquoi ? Ah oui, je suis désolé. Donc je disais, c'est cette fonction du transit, cette fonction d'interface entre Maghreb et Sahel, c'est celle-là qui va doter le Sahara. Ben, je vais me mettre debout pour ne pas risquer peut-être de rater mon micro. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de territoire au Sahara. Il y a seulement des routes. Et les villes n'y commandent pas de territoire, elles commandent des routes. Ici, Saint-Dié est capitale d'un petit territoire sur lequel elle rayonne, etc. Au Sahara, non. Les villes, qui sont ces oasis, elles contrôlent des routes. Elles commandent des routes, et seulement des routes. Les villes, c'est-à-dire là-bas, en fait, ce qu'on connaît, les oasis. Alors, moi, je m'étonne souvent quand je suis dans ces régions sahariennes de voir des ONG internationales se battre pour préserver un truc naturel. Alors, ça dépend comment on le situe, parce que, à part quelques exceptions, toutes les oasis sont des artefacts artificiels créés volontairement. Elles ont été créées, en fait, comme des relais dans un système relationnel, comme on aurait, nous, nos stations d'essence sur les autoroutes. Et ce n'est pas l'eau qui a créé les oasis. Les oasis, c'est ce commerce qui les a créés. Et bien sûr, pour s'implanter, elles vont s'implanter là où il y a de l'eau. Mais elles vont s'implanter dans cette perspective d'échange. Et la preuve, c'est que historiquement, bien sûr, il y a quelques exceptions, on en parlera tout à l'heure, elles ont toutes été fondées entre le 8e siècle, début du commerce transsaharien, c'est-à-dire cette venue des Arabes qui, là, ont conquis militairement le Maghreb, etc., et qui ont commencé à faire des prospections. Vous savez qu'il y a 5000 ans, assèchement du Sahara, c'est devenu une barrière, et qui vont découvrir quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui le capital et le travail. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir comme capital? C'est l'or, les fameuses mines d'or de ces régions. Et le capital, je m'excuse, c'est plutôt les esclaves. Et donc, ça va être la route de l'or et des esclaves. Et donc, pour porter ces échanges, pour jalonner ces routes d'échange qui sont longues d'au moins 2000 km, c'est ça l'épaisseur du Sahara, 2000 km, donc on va créer, si je peux dire, ces oasis. Et ces oasis, elles fonctionnaient comme des ports de transit. Et elles étaient irriguées par des sociétés civiles commerçantes. C'est des commerçants. Bien sûr, ils peuvent avoir des gardes et des trucs, etc. Mais c'est des commerçants qui, je dirais, entre guillemets, naviguaient cet espace, mais ne se l'accaparaient pas. D'ailleurs, les géographes arabes qui ont décrit cette région, ils vont utiliser quasi exclusivement une toponymie maritime. Vous savez,
au-delà du Sahara, qu'est-ce qu'on trouve comme ensemble territorial ou géopolitique au sud du Sahara? On découvre le Sahel. Et vous savez, donc, et c'est un ensemble géopolitique qui fait trop de bruit actuellement, qui n'entend pas parler du Sahel. Ben, vous savez, le Sahel, c'est un mot arabe qui veut dire la côte, qui veut dire le lieu où on accoste après avoir traversé la mer, après avoir traversé la mer saharienne. D'ailleurs, vous connaissez tous Braudel, ce grand spécialiste de la Méditerranée. Il va décrire le Sahara, j'ouvre le guillemet, cette autre Méditerranée. Voilà. Donc, le Sahara, et pour moi c'est de là qu'on peut comprendre ces problèmes, etc. Le Sahara, c'est une mer. Le Sahara met en contact, mais pas un territoire en tant que tel, mais surtout, il n'est pas divisible. Qui penserait à diviser la mer? Et bien sûr, on a tous les zones économiques exclusives, une maîtrise, mais la haute mer, d'ailleurs, le droit international interdit d'arraisonner. Bon, les Israéliens l'ont fait pour les bateaux qui vont à Gaza, etc. Mais normalement, c'est le droit international qui interdit, etc. etc. Donc, je vous donne, je lance cette petite idée importante sur laquelle je vais revenir pour vous faire comprendre ma façon dont je veux expliquer les conflits qu'il y a au Sahara et dont je pense aussi qu'il faudrait les résoudre. Alors, même l'islamisation, allez, je vais me rasseoir quand même. Donc, même l'islamisation, c'est que non, j'ai juste peur d'oublier mon micro, mais alors que quand je suis debout, je ne l'oublie pas. Voilà. Donc, même l'islamisation du Sahara, ce n'est pas les pouvoirs qui ont islamisé le Sahara, mais c'est les grands commerçants. Hein? C'est les grands commerçants qui, vous savez, à la fois, je ne sais pas, je connais mal les protestants, mais gagnaient de l'argent, mais se rachetaient quand même en servant le bon Dieu. Et donc, c'est comme ça que sont nés de grands centres culturels, Tombouctou, Chinguetti, dont on dit que c'est la Sorbonne du désert. Et moi, j'ai eu à visiter, à voir des manuscrits extraordinaires qui sont en train, malheureusement, de se perdre, etc. Et plus tard aussi, les confréries. Confréries, d'ailleurs, souvent nées au Maghreb, mais qui vont être beaucoup plus importantes au Sahel et au Sahara. Et vous savez que les confréries, originellement, elles sont nées en échappant justement aux États et parfois contre les États. D'ailleurs, les États n'ont jamais aimé les confréries. D'abord parce qu'il y a du mysticisme. Le mysticisme, alors je vais utiliser un mot commun, je ne parle pas quand je suis allé. Le mysticisme permet d'échapper à l'Église. Quand je dis église, j'entends par là aussi la mosquée, la synagogue et tout le tralala. Et ils ont un ancrage populaire, hein, ce qu'on connaît dans le gospel, etc., etc. Il existe, il existait et il a été combattu, etc. D'ailleurs, maintenant, c'est après la venue des islamistes qu'on commence à se dire, mon Dieu, voilà. Bon, alors, porté par des routes. Regardez, c'est tout ça que j'ai essayé de montrer un peu. C'est ça qui animait le Sahara, c'est ce réseau d'échanges intenses. Donc, porté par des routes, le transit, il constitue à la fois la ressource unique de cet espace, très riche, mais c'est ça sa ressource unique. On ne produit rien au Sahara. C'est pour ça qu'il est faux de décrire les oasis comme des systèmes hydro-agricoles. Ils n'ont été viables que parce qu'ils ont été dopés à la rente du transit. Parce que, vous savez, pour produire une figue ou une date, etc., ce qu'il faut d'eau, de travail, d'esclaves, je parle des temps anciens, mais elles étaient rentables parce qu'elles portaient quelque chose de beaucoup plus riche qu'elle. D'ailleurs, quand le commerce transsaharien périclite et quand les premiers explorateurs redécouvrent les oasis, ils redécouvriront des poches de misère.
Et ils étaient partis vers Agadez, Tombouctou, avec tout le mythe qui n'était pas faux. Et pourquoi? Parce que avec la colonisation qui a détourné les échanges, etc., ça devient des poches de misère. Donc c'est des espaces qui n'existaient que par l'échange et pour l'échange. Et donc, c'est ça, le transit, c'est à la fois la ressource unique de cet espace, mais c'est aussi son identité. Et c'est pour cela que les populations vont s'évertuer à les préserver de tout système étatique. Parce qu'un système étatique, il se les aurait accaparés, il les aurait gênés, alors que leur fonction était de faire jonction entre des systèmes, des systèmes différents. Alors, ce n'est pas que des idées. Je vais essayer de vous le démontrer que d'abord, le Sahara va sélectionner des populations nomades. Alors, c'est les Baïdan ou Maures à l'ouest, c'est là qu'est le Sahara occidental, la Mauritanie, etc. Vous avez les Touaregs qui sont au centre, les Toubous à l'est, et vous avez, c'est quelque chose qui s'est greffé dessus, c'est les Shahanba, les nomades arabes, etc., etc. Et ces populations, dans leur structure sociale, familiale, etc., ils sont caractérisés par la transnationalité. Une transnationalité qui va les affranchir des frontières, qui va les affranchir des cadres étatiques, et c'est pour ça qu'ils peuvent assurer leur fonction de transit sans entrave, qui est la condition à la stabilité et la prospérité des échanges. Regardez d'ailleurs comment leur espace... pardon, oui. Regardez comment leur espace chevauche plusieurs États. Et c'est très schématique ce que j'ai fait là, hein, parce qu'il y a des petits réseaux. En fait, toute population nomade a des réseaux et des points dans tout le Sahara. Ça, c'est leur base, si je peux dire. Hein, mais ils existent par des échanges, tout ça. Alors, pour vous donner un exemple, je vais prendre le modèle anthropologique des Toubous. Pour vous montrer. Ah oui. Donc, pour vous illustrer l'exemple, je vais prendre le modèle anthropologique des Toubous. Ça va vous faire comprendre. Alors, l'inceste est un tabou universel. Mais l'inceste qu'on connaît, le plus répandu, c'est entre ascendants et descendants, verticalement, et horizontalement, c'est la fratrie. Ah, il y en a qui disent cousin germain, etc. D'ailleurs, comment elle s'appelait cette ministre catholique dont on a Boutin, dont on a dit pourquoi elle s'est mariée avec son cousin. Bon, mais en gros, ça se limite à ça. Vous savez, pour les Toubous, l'inceste s'étend jusqu'au 5e degré de parenté. Ça veut dire deux choses. Que pour tisser une alliance matrimoniale, il faut aller au-delà de ces 5 degrés de parenté. Donc il faut chercher loin. Mais ça veut dire aussi que tant qu'on est dans le 5e degré de parenté, c'est considéré comme étant de la fratrie. Donc à la fois, c'est une extension très grande des liens de solidarité, parce que quand on fait une alliance matrimoniale, c'est un lien de solidarité. Mais à la fois, fratrie. Moi, il m'est arrivé d'être chez un Toubou, par exemple au sud libyen, etc., et un gars vient du théâtre. Il se comporte comme s'il est chez lui. Voilà, il ne l'a pas vu depuis 10 ans ou 20 ans. Mais c'est... Alors, je vous ai donné cet exemple extrême pour vous illustrer à quel point la transnationalité est à la base de ce type de société. Et comment voulez-vous que les États, que viennent faire les États dans cela? Mais mieux que ça, je vais vous donner aussi un autre exemple.
Alors, cette gouvernance, cette fonction de transit, si je peux dire, elle a construit une gouvernance fondée sur le cosmopolitisme. C'est-à-dire, en fait, pour échapper aux conflits locaux et pour échapper aux allégeances qui pourraient compromettre la neutralité des échanges, parce que la viabilité des échanges, elle dépend de leur neutralité. Hein, c'est-à-dire vendre et acheter à tout le monde, ne pas être captif d'un système politique, etc. Alors, je vais revenir à mon autre... C'est pour vous donner un exemple que vous pouvez vérifier aujourd'hui d'ailleurs, en allant à Agadez. Alors, vous voyez très bien mes trucs. Alors, là c'est Agadez. Et là, c'est Takeda. Takeda n'existe plus. Elle n'existe plus parce que les systèmes vieillissent. Il y avait des conflits entre différentes factions touareg et la ville a été détruite. On a fondé Agadez en 1400. Et alors, si vous allez aujourd'hui à Agadez, Agadez a toujours un roi. C'est très folklorique parce qu'il est pauvre, misérable et qu'il impose de lui donner des sous pour aller le voir. Mais il reste une autorité symbolique, etc. Cette filiation royale remonte à l'an 1405. Il y a toujours des chroniques royales qui tiennent le truc de la succession, etc. Et qui dit que ce roi, on a été le chercher dans une ville qu'on appelle la ville noire. Alors, pour bien se prévaloir, la légende agadésienne dit qu'ils l'ont cherché d'Istanbul. En 1405, Istanbul n'avait rien à voir avec ce monde-là. En fait, on a dû le ramener de Tripoli ou de Mosul. Donc, on l'a ramené d'ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, comme le roi est polygame, et il faut toujours qu'il y ait une femme étrangère parmi ces femmes. La tradition lui impose, peut épouser qui il veut, mais il faut que... Et c'est l'enfant de la femme étrangère qui est seul autorisé à lui succéder. C'est un reliquat de ce qui a existé. Mais c'est pour dire comment cet espace va se construire justement pour rester dans l'échange, etc. Et je vais vous dire, je ne dévoile jamais certaines choses que je sais pour ne pas nourrir les nationalismes. Si vous saviez combien d'endroits névralgiques en Algérie ont comme population originelle venant du Maroc, et inversement, combien de lieux symboliques stratégiques au Maroc et au Sahara occidental ont des chefs des trucs venus d'Algérie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? Eh bien, à chaque fois, on ramenait de la ville la plus prospère, mais aussi qui avait forcément une influence religieuse. Vous savez, commerce, culture, religion marchent ensemble, hein, comme était la Mecque, etc., etc. Et donc, on les ramenait de Fès, de Meknès, de Tlemcen, de Bougie, de Kérouan, de Tunis, etc., etc. Et les États seraient très étonnés de savoir d'où viennent les populations, etc. Alors que, bon, je ne vous le dirai pas, et je ne le dis pas parce que je n'ai pas envie d'alimenter le discours chauvin nationaliste, mais carrément. Alors, donc, quand on réfléchit à cet espace saharien, à part ses marges, et de façon lâche et ponctuelle, aucun des pays du pourtour saharien, qu'il soit un État maghrébin ou sahélien, aucun d'entre eux n'a pu se prévaloir d'une autorité sur une quelconque partie du Sahara. Sahara qui était par ailleurs interconnecté. C'est un ensemble unique. Hein? Et regardez toutes ces flèches qui partent partout, etc. Bon, ils n'avaient pas l'informatique, mais ils avaient leur
ingénierie spatiale, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde est connectable, mais par de proche en proche, etc. Et donc, le Sahara était interconnecté et il n'était pas morcelable. C'est-à-dire qu'en fait, comme une mer, il a fonctionné. On pouvait contrôler ses marges, comme dans la mer, on peut contrôler les côtes, on peut contrôler les immédiats prolongements maritimes, mais pas ces profondeurs qui étaient vouées à l'échange. Parce que les vrais centres d'échange, vous savez, j'ai même pas mis le Maghreb, enfin j'aurais pu, parce que ça se passe ici, en fait. C'est là que ça se passe. Et là, c'est loin des États, etc. Donc, le système de ville-oasis, il ne pouvait fonctionner que comme un système réticulaire, interconnecté à l'échelle de tout le Sahara. Il est antinomique de tout cloisonnement et donc antinomique de tout morcellement. Et alors même que sur le versant maghrébin, oui, alors même que sur le versant maghrébin et le versant sahélien, on avait des États puissants et fortement centralisés. Il est quelle heure? Et fortement centralisés. On avait entre les deux un très vaste espace, l'un des plus riches au monde, qui fournit au Sahel et au Maghreb l'essentiel de ses richesses. Cet espace a fonctionné en dehors de toute emprise étatique, avec une organisation sociale vouée exclusivement à l'échange. Pourquoi je vous ai fait cette longue introduction? C'est que... non. Bon, voilà, mais justement, alors, je vais résumer ça en deux choses. Avec l'intégration dans les États-nations, qu'a d'abord fait la France, mais la France, son intégration c'était pour faire geler le Sahara. Ce n'était pas une véritable intégration. Donc avec cette intégration, on va se retrouver avec deux problématiques, ou je dirais deux équations impossibles. La première équation impossible, c'est que d'un côté, il y a l'impossibilité d'intégrer ces populations dans un État-nation, mais l'autre impossibilité aussi, c'est que l'impossibilité pour ces populations de se constituer en État-nation d'espaces qui n'ont jamais existé seulement par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est pour ça que l'Azawad, entre le Niger et le Mali, enclave, etc., n'a jamais pu aboutir, si je peux dire, comme projet politique. Et c'est pour ça qu'on a une conflictualité pérenne et insolvable dans le cadre des États. Alors, et c'est dans cette conflictualité que le djihadisme va se couler, etc. D'ailleurs, d'où la difficulté à éradiquer le djihadisme. Vous pouvez le battre idéologiquement. Vous pouvez aussi régler des problèmes, sociaux, etc. Mais subsiste toujours cette contradiction structurelle et indépassable avec l'État qui surpasse le djihadisme, qui lui a préexisté, et qui lui survivra. La deuxième impossible équation, si je peux dire, c'est la résilience du système réticulaire, hein, ce système de réseau transnational saharien qui, même à l'état tenu, s'est maintenu et que la mondialisation, la criminalité a boosté. Et donc, il se perpétue ces échanges et ces rapports en enjambant les frontières et en fonctionnant en dehors des États et à leur insu. Et ce système va être le creuset de l'informalité, d'échanges informels qui échappent aux États. Et c'est comme ça que le Sahara va se transformer en zone grise pour les États, mais pas pour les populations. Et c'est ça qui va devenir le réceptacle des échanges criminels, hein, les mouvements de drogue. Ils vont trouver le réseau, la façon d'échapper aux États. On a fait atterrir des Boeing au Sahara.
bourrés de cocaïne, etc., etc. Bon, voilà. Et ils ont fini par être captés par les islamistes. Une des raisons de la résilience des islamistes au Sahara, c'est qu'ils s'auto-financent. C'est pas seulement les prises d'otages, etc., etc. C'est essentiellement ces trafics. Donc, je vais terminer. Hein? Oui, oui. Alors, donc, on voit l'impossibilité de résoudre la question de la stabilité du Sahara dans le cadre des États-nations qui se le partagent. Et c'est pour ça que je proposais d'appréhender, d'envisager son avenir en revenant à son identité, celle d'un espace transnational, interconnecté, qui serve de lien. Alors on va me dire, vous rêvez, etc. Mais non, ce n'est pas si imaginable que ça. Vous savez, quand la nécessité politique y oblige, ça a été tenté. Et je vais vous donner un exemple. J'en ai pas beaucoup parlé. Bon, alors je ne vais pas revenir à la première truc. Lorsqu'il y a eu le début des décolonisations, la France, qui porte pourtant la responsabilité du morcellement du Sahara, c'est elle qui a divisé le Sahara. Et allez, je vous donne, avec de façon horrible et géométrique, insupportable. Regardez, c'est tracé à la craie. Et regardez, bon, la part du Lion est donnée à l'Algérie, parce que c'était un département français. Et regardez l'incongruité de, là, ça descend comme ça pour faire un triangle. En fait, il fallait avoir le Hogar. Il n'y avait pas d'aviation dans le temps, etc. Donc, avoir un point haut, ça permet d'avoir un avantage stratégique. Donc, cette même France qui a morcelé le Sahara, quand il y a eu la décolonisation, et qu'on a commencé les années 50, c'est les années de développement du capitalisme, de moyens techniques, on a découvert du pétrole en Algérie, on a découvert de l'uranium au Niger, du phosphate au sud marocain, du fer algérois, etc., etc. Oui, eh bien, la France et Gaston Defferre vont créer une entité qu'on appelle l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes. Et ils vont refonder, donc ce que je dis ne vient pas de mon imagination, il vient de la pratique de politique. Ils ont fondé cette OCRS. Elle n'a pas marché, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu faire une entité détachée du Maghreb et du Sahel, voire contre eux. Et ça ne pouvait pas marcher. Il y avait aussi les intérêts français divergents. Une des choses, des conflits qui demeurent entre l'Algérie et le Maroc, quand on a découvert et ça a été une bombe à retardement, parce qu'il y a des zones où la frontière n'a pas été dessinée par la France coloniale. Pourquoi ? Il y avait deux lobbies miniers. Un lobby minier qui voulait conserver, que ça soit un consortium algérien, parce que l'Algérie, c'est la France, etc., et un consortium marocain qui voulait, parce qu'il y avait moins de taxes, etc., etc. Bon, c'est pour vous dire. Donc, effectivement, la France a créé cette entité. Donc, quand je dis, moi, revenir à ça, je ne suis pas un petit rêveur dans son bureau de chercheur, etc. Et il y a aussi une chose, et là, je vais clore, la criminalité, le djihadisme, eux, appréhendent le Sahara comme une entité interconnectée réticulaire et la valorisent. Et ils sont en train de contraindre les États, malgré eux, les institutions internationales, à commencer à voir le Sahara comme un truc. L'Algérie nationaliste ombrageuse a permis à Skata Menrasset, c'est complètement en dessous, les Américains mettent une base d'écoute, etc., etc. C'est que je dirais, malheureusement, peut-être c'est par le pire qu'on va peut-être arriver à cette vision. Alors voilà pourquoi je me suis, peut-être prétentieusement au début, permis de poser cette question, l'État est-il finalement la meilleure forme d'organisation du pouvoir politique? Je suis désolé d'avoir débordé mon temps, alors que j'ai déjà fait une répétition à la Bresse hier sur 20 minutes.
Je- C'est vrai que j'en avais 25, mais je me suis dit, ici, 45, c'est Byzance. Bon, voilà.